Donc nous abordons maintenant les listes en prologue. Alors les listes, c'est le concept, c'est le concept de liste chaînée en quelque sorte, sauf qu'on manipule pas le lien comme on pourrait le faire en C par exemple, avec des pointeurs, des choses comme ça. On a vraiment un concept de liste qui va être un peu plus haut niveau. Alors une liste, comment on déclare une liste? On les déclare entre crochets. Donc par exemple, si on déclare une liste en extension, donc avec l'ensemble des valeurs de la liste, on aura donc crochet ouvrant la première valeur, virgule, la deuxième valeur, virgule, etc. jusqu'à la fin de la liste où on ferme, après laquelle on ferme la liste avec un crochet fermant. Alors une valeur, ça peut être comme ici, ça peut être une constante, par exemple Chloé c'est une constante, ça peut être une variable, et puis ça peut être aussi un terme plus compliqué avec des fonctions, ça peut être f de Chloé Colin par exemple, ça peut être f de x virgule G de Colin, par exemple. Enfin, ça peut être des termes imbriqués avec des constantes. On n'utilisera pas trop les constantes, là, les fonctions dans ce TP. On en restera aux constantes et aux variables. Mais alors, comme c'est indiqué donc dans le sujet, en prologue, les listes sont pensées de manière récursive. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut penser une liste donc comme une liste chaînée. C'est-à-dire qu'une liste chaînée, c'est quoi? C'est en C, par exemple, c'est une cellule avec une première case qui est la valeur de la case en question et une deuxième case qui contient un pointeur vers une autre liste, vers la liste qui suit. Ben là, c'est pareil. Une liste doit être composée d'une tête et d'une autre liste qui est tout le reste. Donc la tête, c'est le premier élément de la liste. Alors ça peut être plus d'un élément, mais en général, c'est le premier élément. Et tous les autres éléments sont considérés comme faisant partie d'une autre liste, d'une sous-liste, qui s'appelle la queue. Alors ici, il est indiqué le corps. Alors, ça peut être appelé le corps. C'est plus souvent appelé la queue de la liste, mais bon, on peut l'appeler le corps de la liste si on veut. Et du coup, ben, dans l'exemple ici, la tête de la liste sera l'élément Chloé. Donc la tête de la liste, c'est pas une liste. Enfin, ça peut être une liste, mais en général, c'est pas une liste. Ici, Chloé, c'est pas une liste. Par contre, la queue d'une liste, c'est toujours une liste. D'accord? Ici, c'est la sous-liste qui est composée de Colin, Angel et Noël. Alors, on peut écrire ça, on peut écrire la liste avec l'ensemble de toutes les valeurs séparées par des virgules, mais aussi, on peut aussi écrire une liste avec, en mettant en exergue la tête d'un côté et la queue de l'autre. C'est cette écriture-là. Donc, dans cette écriture-là, on ouvre la liste avec un crochet ouvrant, on met la valeur de tête de liste, et on sépare de la queue de la liste, donc toutes les autres valeurs dans une sous-liste, et on sépare ça avec le caractère pipe, qui est le caractère tube, donc ALGR6 sur votre clavier. Voilà, donc ça c'est exactement la même liste que cette liste-là. C'est juste deux syntaxes différentes. Et il y en a une évidemment qui est bien plus orientée récursive, puisque la syntaxe avec la queue qui est une sous-liste, on voit bien que si on a des traitements à faire, on va réitérer, on va faire des appels récursifs sur cette queue. Si on a un prédicat qui a comme argument une liste, ben, probablement il va y avoir à un moment donné, on va appeler le même prédicat avec comme argument non plus la liste complète, mais la queue, c'est-à-dire la sous-liste après le premier élément. Alors par exemple, un exemple très très typique, c'est l'exemple être membre d'une liste. Par exemple, c'est donc le prédicat membre qui prend deux arguments. Le premier c'est x, c'est un élément, et le deuxième c'est L, c'est une liste, et on veut tester donc si x est un élément qui est dans L. Alors pour faire ça, donc de manière récursive, il va falloir tester, donc ça sera vrai si x est dans L, et si x est la tête de L, alors forcément x est dans L, puisque x est la tête de L. Et si ça c'est pas vrai, eh bien, x sera dans L si x est dans la queue ou dans le corps de L. Alors, avant de voir la traduction en prologue ici qui est en notation compacte, on va le faire d'une manière très naïve, mais qui sera un peu plus pédagogique. Donc, on va revenir à notre prologue. Alors, cette fois-ci, on va changer de prologue, on va se mettre dans Swish.
pour voir un peu comment ça fonctionne. J'avais fait des tests précédemment. Je vais recharger la page. Voilà. Donc, je me mets dans un notebook. Alors, un notebook, hein, c'est très intéressant. C'est ce qu'on va faire, comme évoqué dans la première vidéo. Donc, on va créer notre programme. Donc, notre programme, il définit un prédicat membre qui doit tester si un élément grand X est dans une liste grand L. Donc, X et L sont deux variables. Alors, quand on raisonne récursivement, si vous avez à coup sûr déjà créé des fonctions ou rencontré des fonctions récursives, notamment en mathématiques par exemple, la factorielle, la fonction de Fibonacci ou autre. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait pour bien définir une fonction récursive? On a une condition d'arrêt, une ou plusieurs conditions d'arrêt, qu'on met d'abord, et après simplement on met les cas qui nécessitent un appel récursif de la fonction. Et avec les listes en prologue, c'est exactement la même chose. On va d'abord donner les conditions d'arrêt. Quand est-ce qu'on ne fait pas d'appel récursif? Dans quel cas on ne fait pas d'appel récursif? Alors évidemment, ça va dépendre de la valeur des arguments, donc de x et de l. Et dans quel cas on fait un appel récursif? Alors quand on manipule des listes, par défaut, même si on s'aperçoit par la suite que ce n'est pas nécessaire, on envisage toujours le cas où L est la liste vide. Parce qu'en général, c'est le cas d'arrêt. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon ben voilà, si L est égal à liste vide. Alors le égal comme ça, c'est la première chose qu'on teste. Le égal ici, il teste si L est unifiable avec la liste vide. C'est-à-dire en gros si c'est la liste vide. Donc si c'est le cas, ça veut dire qu'on est en train de chercher à savoir si un élément X, n'importe lequel, est un élément d'une liste vide. Ça évidemment c'est toujours faux. Donc c'est pour ça qu'on peut mettre, ben non c'est faux. Si on est dans ce cas-là, c'est-à-dire si cet atome-là nous dit, bah oui c'est vrai, donc ça veut dire que L est la liste vide, quelle que soit la valeur de X, c'est faux. Donc il suffit de mettre faux, parce que faux c'est l'atome qui dit que c'est toujours faux. Voilà, c'est toujours faux. Donc c'est l'échec, pour emprunter la dénomination qu'on avait vue là dans la trace précédemment. Le deuxième cas, alors le deuxième cas, et c'est souvent aussi un cas à examiner quand on traite de liste, c'est le cas de la liste à un seul élément. Donc premier cas d'arrêt, liste vide, ça on l'examine toujours. Voilà. Deuxième cas, c'est la liste à un élément. Alors la liste à un élément, ben, c'est facile, ça s'écrit comment? Ça s'écrit, ça sera vrai si j'ai une liste avec un élément Y. Voilà. Donc si j'ai une liste avec un élément Y, là il peut y avoir deux cas de figure. Soit Y est égal à X, qui peut être unifié avec X, donc on va le mettre. C'est le cas, c'est ce cas-là. Auquel cas, bah, si Y égale X, alors c'est vrai. Bah, vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans ce cas-là parce que cet atome-là renvoie vrai. Ça veut dire que la liste peut s'unifier avec une liste avec un seul élément Y. Donc si par exemple, si on revient dans Sweet Prologue, si jamais je dis, ben, par exemple, est-ce que la liste A, la liste avec un seul élément A peut s'unifier avec une liste avec un seul élément Y, puisqu'on cherche à faire une unification avec le égal, il va me dire, bah oui, ça c'est possible, à condition que Y prenne la valeur A. Et dans ce cas-là, on voit bien que c'est la même liste. Donc c'est exactement le test qu'on fait ici. Et si en plus X, et si en plus Y, la valeur, l'unique valeur qu'il y a dans L, c'est X, eh ben, c'est que c'est bon. C'est que globalement, on doit renvoyer vrai. Et on doit renvoyer vrai, c'est-à-dire que globalement, les deux conditions nécessaires dans ce cas-là sont vérifiées. Donc globalement, membre de XL est vrai. Bon. Le troisième cas, c'est le même cas que précédemment, mais c'est le cas où Y est différent de X, ne peut pas s'unifier avec X. C'est-à-dire on cherche à savoir si un élément X
est dans une liste qui ne contient qu'un seul élément, mais cet élément-là, on peut pas le triturer, on ne peut pas l'unifier pour le rendre égal à x. Donc dans ce cas-là, c'est faux. Et enfin, le cas, je dirais, général, c'est le cas. Alors du coup, ici, on a le cas, on a donc une liste vide, le cas, on a une liste à un élément. Donc maintenant, on va pas tester s'il y a d'autres cas avec un élément. Maintenant, on va passer aux listes avec deux éléments ou plus. Donc on est toujours dans le cas où on va tester si x fait partie de y, de L, pardon. Et par contre, cette fois-ci, L a deux éléments, voire plus. Donc on va noter ça comment? On va noter ça x, y, et on sépare avec Q qui va être la queue donc, de liste. Donc là, on voit qu'on a une tête de liste en fait avec deux éléments. Ça, on peut le faire. Il n'y a pas de problème, ça marche. Donc si on est dans ce cas-là, alors non, en fait, on va pas parce que si on est dans ce cas-là, ce qui va nous poser problème, c'est qu'il va falloir encore qu'on teste non, pardon, d'ailleurs, c'est pas ce cas-là, ça serait y1, y2 pour avoir deux éléments, mais il va falloir encore qu'on teste avant de faire l'appel récursif si par hasard x n'est pas égal à y2. Donc on va faire ça beaucoup plus simplement, on va dire le cas un peu plus général, c'est le cas où on sait qu'on a un élément et où on sait qu'après on peut avoir une autre liste. Donc ce cas-là. Alors le cas où le premier élément est égal à x, on l'a déjà traité ici. Donc on va supposer que ce qui nous intéresse, c'est le cas où x va bien faire partie de L parce que x fait partie de Q. Et donc ça, c'est là où on va trouver l'appel récursif membre de x, Q. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Si je récapitule, donc j'ai testé si x était membre d'une liste vide. Forcément, c'est faux. Si x est membre d'une liste avec un élément, et si en plus cet élément c'est x, forcément, c'est vrai. X est bien dans L. Est-ce que x est dans L, sachant que L ne contient qu'un élément, mais que cet élément est différent de x? Non, c'est faux. Et est-ce que x est dans L, sachant que L c'est une liste avec un élément en tête, et puis potentiellement plusieurs autres en queue? Et bien dans ce cas-là, ma question, puisque je ne me pose pas la question de savoir si x est en tête parce que on remarque si là il manquerait ce cas de figure là. Alors on peut le faire. On peut dire voilà x, y, premier cas si j'ai ça, alors c'est vrai. Si jamais j'ai un premier élément en tête, alors c'est vrai. Et deuxième cas, on peut distinguer les cas. Si y est différent de x, donc j'ai un premier élément, mais ce premier élément, il est différent de x, mais par contre, j'ai une sous-liste. Donc globalement, ça sera vrai si x est membre de la sous-liste. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a plein de cas. Alors, on peut faire un test déjà, voir si ça marche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une requête ici. Donc par exemple, on va tester si B est un élément de la liste A, B, C, D, E. Donc, j'ai ma syntaxe qui est avec un élément. Mon deuxième argument du prédicat membre, c'est bien une liste, A, B, C, D, E. Voyons voir ce que ça nous donne. Alors, pour exécuter, il faut que je fasse CTRL Entrée. Alors là, il me dit vrai, mais il me dit attention, il y a deux variables qui sont toutes seules. Et en fait, si j'avais bien regardé mon code, je les aurais vues, puisqu'elles sont affichées en gras. Donc ici, il y en a une. Alors pourquoi ça lui pose problème? En fait, une variable qui est utilisée qu'une seule fois, c'est juste une variable, on aurait pu lui mettre x comme nom, mais on aurait pu lui mettre n'importe quoi comme nom. C'est une variable anonyme en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une variable à un moment donné pour dire ici il y a une variable, mais de toute façon on s'en resserre pas par la suite, donc peu importe son nom.
Donc c'est pour ça qu'il nous dit, attention, cette variable-là, elle est utilisée une seule fois. Dans ce cas-là, on règle le problème en enlevant le nom x et en mettant un nom de variable n'importe lequel, donc souligné. Souligné, c'est une variable anonyme, elle n'a pas de nom, mais on s'en moque. Mais on sait qu'il y a une variable ici. Et c'est normal, pourquoi? Ben parce qu'en réalité, on est dans le cas ici où on teste si un élément est dans une liste vide. Ben, peu importe l'élément, on s'en moque, de toute façon c'est faux. Donc on n'a pas besoin de lui donner un nom à cette variable. Le deuxième nom de variable qui ne sert pas, c'est celui-là. Là, on est en train de tester si x est dans une liste qui contient un élément plus une queue, et en plus cet élément de tête, ben, c'est l'élément qu'on cherche. Donc à la limite, peu importe la queue, on n'a même pas besoin de lui donner de nom, parce que de toute façon, on l'a déjà trouvé l'élément. Il est en tête. Donc on remplace par variable anonyme. Voilà, alors on va réexécuter notre requête. Voilà, là, il préfère. Donc il nous dit oui, c'est vrai. Et il nous dit, mais dans mon examen de l'arbre de toutes les possibilités, il y a peut-être encore d'autres réponses. Donc je vais aller sur Next, et bien sûr, il n'y a pas d'autres réponses. Alors, il y aurait une autre réponse si, par exemple, on avait eu la requête suivante avec plusieurs fois l'occurrence de B. Par exemple, j'ai une occurrence de B en deuxième élément, et puis le dernier élément, c'est une occurrence de B. Donc si on exécute la requête, il va nous dire vrai une première fois, parce qu'il a trouvé B en deuxième position. Et si on fait next, il va nous dire ah, ben non, là, il ne dit pas, il nous dit qu'il y a encore des choses à faire, mais il ne nous dit pas ce qu'il y a à faire. Alors, donc ça, c'est probablement, normalement, on aurait dû avoir un deuxième trou, parce que vu qu'il le trouve d'une deuxième façon, il aurait dû nous dire, bah oui, il y a un chemin qui mène à B, puis il y a un autre chemin qui mène aussi à B, et voilà. Donc en fait, là, on a un problème dans notre modélisation. Alors en fait, notre modélisation, là, notre programme, il est hyper naïf, quoi. Il est un peu maladroit, donc on va chercher à l'arranger. Alors d'abord, il y a deux choses, il y a deux règles qui sont inutiles. Qui sont quoi? Qui sont les règles qui aboutissent à faux. Les règles qui aboutissent à faux, c'est-à-dire des règles qui, de toute façon, même si tout ce qui est avant fonctionne, même si tout ce qui est avant ici, c'est vrai, inévitablement, on arrive sur faux. Bah, les règles qui arrivent à faux, en réalité, elles servent à rien. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas montrer, vu qu'on a l'hypothèse du monde fermé et que bah, quelque chose qu'on n'arrive pas à montrer de toute façon c'est faux, ben, on a juste à enlever ce cas de figure-là, il ne sert à rien. Une règle qui aboutit toujours à faux, elle ne sert à rien. Donc on peut l'enlever. Donc ça nous fait déjà deux règles qu'on enlève. Alors c'est un peu étonnant, notamment d'enlever la règle avec le cas d'arrêt liste vide, parce que voilà, en général le cas d'arrêt liste vide, il n'est pas tout le temps faux. Enfin, il peut aboutir à des choses qui sont pas fausses. Mais là, c'est une règle qui de toute façon est fausse, donc on peut l'enlever. De la même façon, ici on a deux fois true, mais en réalité, ça sert à rien de mettre true, d'accord? Quand vous mettez true dans une, donc true c'est quoi? C'est l'atome qui est toujours vrai. Ben, il sert à rien. Donc on peut l'enlever. Mais cette fois-ci, c'est pas la règle qui est tout le temps fausse. C'est que globalement, dans une règle, true ne sert à rien. Il sert juste à dire à perdre une instruction, en fait, à perdre un cycle, à tester que vrai est vrai, ben vrai est vrai, c'est toujours vrai, donc ça sert à rien. Donc on peut l'enlever, true. Et on peut l'enlever évidemment à chaque fois qu'on le trouve. Du coup, après, en fait, on a les cas qui sont les cas suivants. Donc, on veut tester si X appartient à une liste qui n'a qu'un seul élément, et cet élément, c'est X. Bon, donc ça, c'est vrai, ok. Ensuite, on teste si X est dans une liste qui a X en tête, et puis autre chose après. Donc là, c'est vrai aussi. Donc, tous les cas sont vrais, mais en réalité, on peut fusionner ces deux cas-là. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, souvenez-vous, une liste peut toujours être représentée sous la forme d'une tête et d'une queue, même quand il n'y a qu'un seul élément. En réalité, quand il n'y a qu'un seul élément comme ici, on peut représenter la liste avec une tête qui est la même et la liste vide en queue.
Ça, c'est tout à fait valable. Et du coup, on a une représentation avec une tête et une queue. Bon, c'est la liste vide, mais c'est une liste, la liste vide. Et là, on a une représentation avec une tête et une queue qui n'est pas précisée. Donc ça peut être la liste vide comme ça peut être une liste non vide. En fait, c'est le même cas. D'accord? On n'a pas besoin de faire un cas particulier ici, donc on peut enlever le premier cas. Ça se simplifie déjà pas mal. Et alors, ce qui nous pose problème, en fait, par rapport au fait de ne pas trouver le deuxième trou ici par rapport au dernier B, c'est que on envisage, en fait, ces deux cas-là sont exclusifs. C'est-à-dire le cas où X est en tête, le cas où X est en tête, eh ben, on le règle avec ce premier cas-là. Et le cas où X n'est pas en tête, on le règle avec ce cas-là, mais on interdit, en fait, ce qui est dommage ici, c'est d'interdire le fait que X soit égal à Y. En fait, dans ce cas-là, on dit, ce cas-là, c'est quoi? C'est le cas où X appartient à L, mais n'est pas en tête de liste. Par contre, il est dans la queue de la liste. Oui, mais c'est dommage de se restreindre, parce on pourrait très bien avoir des cas où X est en tête, et en même temps est dans la queue. Et en fait, l'ajout de cette vérification pour dire, ben non, X n'est pas en tête, euh, c'est juste un peu abusif. En fait, ça sert à rien. Ça sert juste à empêcher le fait d'aller voir dans la queue ce qui se passe quand on a trouvé que X était en tête. Donc en réalité, on n'en a pas besoin de ce test-là. On a juste besoin de tester ben, si X est dans la queue. Voilà, parce que ce cas-là, il est centré sur le fait que X est dans L si X est dans la queue de L. Et là, X est dans L si X est la tête de L. Alors, on va exécuter ça. On va voir déjà, on va réexécuter cette requête-là pour voir si ça marche mieux. Alors, là, il nous dit à nouveau, du coup, on a enlevé des choses, et il nous dit, ah bah oui, mais là, maintenant, Y est toute seule. Ah oui, c'est normal, Y est toute seule, parce qu'en fait, dans ce cas-là, on cherche si X est dans la queue de L. Et la tête de la règle, on s'en moque. On va, comme précédemment, on va résoudre le problème en remplaçant Y par une variable anonyme, puisque de toute façon, on ne s'en sert pas. Donc voilà, on a amélioré un peu notre code. Alors, on arrête la requête, on réexécute. Donc, ça nous fait un premier trou. Donc là, B a été découvert ici. Ah, voilà, ça y est, maintenant on a un deuxième trou pour le B qui a été découvert une autre fois. Et là, on s'arrête puisqu'il n'y a plus d'éléments il n'y a plus d'éléments du tout et il n'y a même donc plus d'éléments qui sont égaux à B. Donc voilà, on voit bien que là, on l'a trouvé deux fois et ça nous rassure sur ce qu'on devait trouver. On a bien simplifié notre expression et on va la simplifier en fait encore plus. Pourquoi? Avec des constatations très simples, c'est que quand on peut unifier une variable avec quelque chose, autant ne pas utiliser cette variable-là, mais utiliser la chose directement. Donc ici, par exemple, on a y égale x, autant utiliser x directement. Du coup, on n'a plus besoin de mettre y égale x. Et on a L égale X et une queue, et autant l'utiliser directement. Ça, on peut le faire aussi sans souci. Donc on prend l'expression, on remplace L dans la tête, et du coup, il n'y a plus de queue, on met le point directement. Et ça marche exactement de la même façon, en réalité. Et on va faire la même chose ici. On a L qui est quoi? Qui est une liste avec une tête, n'importe laquelle, et une queue Q. Et on va remplacer L dans la tête par son expression. Donc on peut supprimer cette ligne-là. Et voilà, on a l'expression réduite en fait du prédicat, de la définition du prédicat appartenir à une liste. X appartient à une liste. En fait, il y a deux cas. X appartient à une liste L si cette liste a une liste, si cette liste possède X en tête, et puis une queue n'importe laquelle, ça peut être vide, mais ça peut être non vide. Ou bien X est dans une liste si cette liste a une queue qui contient X. Voilà, c'est très simple en fait, mais cette expression vraiment la plus compacte possible, il faut avoir un petit peu d'expérience pour pouvoir la produire directement. Sinon, on en passe, comme on a vu, par
une étape, comment dire, une construction de prédicats un peu naïve au départ. On prend des cas, on prend toujours la même tête, mais on raffine les cas à l'intérieur du corps de la règle. Et puis après, des fois, on s'aperçoit qu'il y a des règles qui sont toujours fausses, donc on les supprime. Et puis voilà, on fait les choses comme ça. C'est donc, on obtient donc ici l'expression qui est notée dans le sujet du TP. Alors après, c'est intéressant parce qu'une fois on a ça, bon, ben, on peut faire des tests, hein, comme ici dans le sujet. Par exemple, alors on va donc voilà, si on a cette requête-là, alors il faut que j'appuie sur CTRL. Alors là, je me suis encore trompé parce que j'ai un espace ici que je ne devrais pas avoir. Voilà, donc là, ça c'est vrai, Colin est bien membre de cette liste-là. Puis voilà, donc ça c'est la même requête que tout à l'heure. Alors on peut aussi tester, bien sûr, pour voir si jamais quand un membre n'est pas dans la liste, il nous affiche bien faux, parce que c'est quand même, voilà, ça pourrait être problématique si c'était pas le cas. Donc là, on recherche euh, voilà, on recherche si Joël est dans la liste composée de Chloé, Colin, Angel et Noël. Et ben c'est faux. C'est bon, ça nous rassure. On peut tester aussi euh, la liste vide, par exemple, si jamais j'enlève tout. Euh, voilà, c'est faux aussi. On peut faire comme précédemment, remplacer, faire des recherches, faire des requêtes qui ne soient pas binaires, qui ne soient pas booléennes, c'est-à-dire qui ne soient pas en vrai ou faux, mais qui demandent à la machine de trouver les valeurs pour lesquelles c'est vrai. Donc trouver tous les x pour lesquels x est membre de Chloé, Colin, Angel, Noël. Donc a priori ça va nous donner d'abord Chloé, puis Colin, puis Angel, puis Noël, si ça marche bien, si ça marche bien. Alors désolé pour l'erreur de copier-coller que je répète à chaque fois. Donc première valeur Chloé, deuxième valeur Colin, troisième valeur Angel, quatrième valeur Noël, et voilà, le reste, il n'y en a plus, c'est faux. Et, euh, et voilà, on peut aussi même éventuellement tester une requête un petit peu plus non, un petit peu plus tricky, comme on pourrait dire en anglais, c'est-à-dire on va dire ben, par exemple si jamais je mets Chloé ici et si je mets des variables dans ma liste, par exemple ici un grand X. Donc qu'est-ce que ça va me faire? Ben, normalement, si on raisonne bien, il va chercher si Chloé est membre de cette liste-là. Il va trouver Chloé en premier, donc il va mettre true. Après, il va regarder Colin, il va rien mettre parce que c'est faux. Après, il va trouver X, mais il va chercher à unifier Chloé et X et il va nous dire oui, c'est vrai si X devient égal à Chloé. Et c'est tout. Donc première réponse, c'est vrai parce que Chloé est en première solution. Deuxième réponse, eh ben, c'est vrai, mais à condition que X soit égal à Chloé. Et puis après, ben, il n'y a plus de possibilité de rendre la chose vraie. Et on peut même aller un peu plus loin encore en... avec une requête pour laquelle on donnerait Chloé et puis pour laquelle on ne préciserait pas la liste. Et voilà, en fait, en gros, trouve-moi les valeurs de L pour lesquelles membre de Chloé L est vrai. C'est-à-dire pour lesquelles Chloé est un membre de L. Alors la première réponse qui nous est sortie, c'est quoi? C'est bah, L, pour que ça soit vrai, ça, il faut que L soit égal à Chloé en tête, à une liste déjà, avec Chloé en tête, et puis en queue, une variable, d'accord, n'importe laquelle. Alors on suppose que ça sera une liste. De toute façon, c'est forcément une liste parce qu'il y a le séparateur pipe, donc à droite du pipe, c'est toujours une liste. Mais il y a encore d'autres solutions. Alors la prochaine, c'est quoi? Eh ben, l'autre solution possible, c'est quoi? C'est toujours une liste. De toute façon, ça sera toujours une liste, mais dans laquelle Chloé ne sera pas en tête, mais sera en deuxième position, avec devant un élément quelconque qu'on ne connaît pas, il y a une variable. Et puis il y aura il y a une variable en queue. La queue, on ne la connaît pas, mais on sait que c'est une liste qui aura Chloé en deuxième élément. Troisième réponse, c'est une liste qui aura Chloé en troisième élément. Quatrième réponse en quatrième élément, etc. à l'infini. Donc là, on voit qu'on a uniquement par ces deux lignes-là, finalement, on a, et par évidemment
comment dire, la recherche arborescente qu'il y a derrière, et l'unification qu'il y a aussi derrière, on a exprimé une fonction qu'on peut interroger de plein de manières différentes, avec par exemple ici une requête qui est quand même assez puissante parce qu'on crée carrément une liste et on examine et on envisage tous les cas de cette liste-là. Ça, c'est vraiment assez puissant. Et on examinera donc les autres prédicats sur les listes dans la prochaine vidéo.